le bruit sec d'un tir étouffé, le cri désespéré d'une mère. Sur une place bondée de Boston, la vie d'une milliardaire était sur le point de s'achever et son fils d'être enlevé. Mais les ravisseurs lourdement armés n'avaient pas prévu la présence d'un mécanicien. Un homme qui achetait une glace pour sa petite fille. « À terre !» a-t-il crié, et l'enfer s'est déchaîné. L'odeur de café froid et d'huile de moteur était le seul parfum que portait Jackson Hayes ces derniers temps. À 34 ans, l'ancien Navy SEAL avait troqué les étendues arides du Moyen-Orient pour les hivers humides et impitoyables du sud de Boston. Il a essuyé une trace de graisse sur son front avec un chiffon. Il fixait le bloc moteur d'une Honda Civic de 2010 comme s'il l'avait personnellement offensé. C'était un travail honnête, mais son salaire couvrait à peine le loyer de son petit appartement de 2 chambres. Sans parler de la pile de factures médicales qui le hantait encore, des factures du combat de sa défunte femme contre la leucémie. L'univers entier de Jackson se résumait désormais à une petite fille de 6 ans. Elle avait des yeux verts perçants et un rire qui pouvait briser le cœur d'un homme endurci. Harper. Elle était assise sur un tabouret dans un coin du garage. Elle tapait ses baskets lumineuses contre les pieds en métal, profondément absorbée par un livre de coloriage. « Salut, ma puce », a lancé Jackson, sa voix bourrue s'adoucissant complètement. « Prête à quitter cet endroit pour une glace? Je t'ai promis le parc aujourd'hui. » La tête de Harper s'est relevée d'un coup, ses couettes rebondissant. Double chocolat avec des vermicelles. Laisse-moi juste me laver les mains. Pendant que Jackson frottait la graisse de ses mains calleuses, il était parfaitement conscient des cicatrices qui s'estompaient sur ses phalanges et ses avant-bras. Une vie très différente se déroulait de l'autre côté de la ville, dans la suite penthouse de Reed Innovations. Evelyn Reed se tenait près des baies vitrées de son bureau d'angle. Elle regardait le trafic rampant du quartier financier. À 32 ans, elle était la plus jeune PDG du secteur de l'ingénierie aérospatiale. Sa fortune s'élevait à plus de 4 milliards de dollars. Elle était redoutable, impitoyable en négociation et complètement isolée. Son tailleur anthracite sur mesure lui servait d'armure contre une salle de conseil remplie d'hommes plus âgés qui complotaient constamment sa chute. Mais aujourd'hui, son armure l'étouffait. Evelyn, le conseil exige un vote par procuration d'urgence sur le contrat de drone militaire d'ici jeudi, a dit son assistante, Penelope, en lisant frénétiquement sur une tablette. Et l'équipe juridique de Donovan vient de déposer une autre requête pour la garde exclusive. Ils affirment que votre emploi du temps crée un environnement néglige pour Léo. Evelyn a fermé les yeux en se massant les tempes. Donovan. Son ex-mari était un investisseur en capital risque visqueux qui ne l'avait épousée que pour accéder au capital de sa start-up. Maintenant qu'elle avait bâti un empire, il essayait de le lui arracher, en utilisant leur fils de 7 ans comme une arme. Dites aux avocats de Donovan de prendre leur mal en patience, a dit Evelyn, sa voix aussi cassante que de la glace. Et annulez tout mon après-midi. Penelope a cligné des yeux. Madame, vous avez l'interview de Forbes à. Annulez-la. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo. Je lui ai promis les bateaux-signes du jardin public. Et je ne laisserai pas une bande de costards ou mon ex-mari parasite lui enlever ça. Evelyn a attrapé son trench de créateur et a franchi les portes en verre. Dans le couloir attendaient 2 hommes massifs en costume sombre, son service de sécurité privée d'Apex Protection. Elle détestait être suivie. Mais après les récentes tentatives de rachat hostiles, les menaces contre sa vie étaient passées de trolls sur Internet à des courriers physiques crédibles. 1 heure plus tard, le jardin public de Boston baignait dans la lumière dorée et paresseuse d'une fin d'après-midi de mardi. Le temps était inhabituellement chaud pour un début de printemps. Il attirait des foules de touristes, d'étudiants et de parents épuisés sur les allées pavées et les pelouses manucurées. Jackson était assis sur un banc en fer forgé, un cornet de vanille fondant à la main. Il regardait Harper poursuivre une volée de pigeons particulièrement audacieux. Sa posture était détendue, mais ses yeux balayaient constamment les environs. C'était une vieille habitude qu'il ne pouvait pas désactiver. De gauche à droite, vérifier les sorties, vérifier les mains, évaluer la foule. Son regard s'est porté sur un petit groupe qui marchait près du bord de l'étang. Une belle femme, habillée avec élégance, tenait la main d'un jeune garçon en t-shirt de super-héros. Ils étaient flanqués de 2 hommes en costume sombre. Le cerveau militaire de Jackson a immédiatement analysé les hommes. Veste bombée, oreillettes, se déplaçant en formation de diamants lâches. Sécurité privée. Leur espacement est mauvais, cependant. Ils sont trop proches de la personne à protéger, bloquant leur propre ligne de vue. Il a regardé Evelyn s'agenouiller. Un sourire rare et sincère illuminait son visage, alors qu'elle essuyait une tache de chocolat sur la joue de son fils Léo. Pendant une seconde fugace, Jackson a ressenti une profonde empathie. Riche ou non, l'amour d'un parent est exactement le même partout dans le monde. Les yeux de Jackson ont continué leur balayage, dépassant les milliardaires pour se fixer sur la lisière des arbres près de la rue. Il a arrêté de mâcher. La glace dans sa main a commencé à couler sur ses bottes. Un SUV noir tournait au ralenti dans la zone de chargement depuis bien trop longtemps. Le moteur était en marche. Mais ce qui a attiré l'attention de Jackson, c'étaient les 4 hommes qui marchaient vers l'étang. Ils portaient de lourds coupe-vents, totalement déplacés par cette chaleur de 21 degrés. Ils se déplaçaient avec une synchronisation tactique de prédateurs. Ils ne regardaient ni les arbres ni l'eau.
Leurs yeux étaient rivés sur Evelyn Reed et son fils. Le rythme cardiaque de Jackson a chuté. Il est tombé dans le rythme glacial et hyper concentré d'un opérateur de premier rang entrant en zone de combat. Le monde civil s'est évanoui. Il a vu la main de l'homme de tête se glisser dans la poche de son coupe-vent. « Harper », a dit Jackson. Sa voix n'était pas forte, mais l'autorité terrifiante qu'elle contenait a figé sa fille sur place. « Viens ici, tout de suite. » Harper s'est approché en trottinant. Jackson l'a attrapé par les épaules et l'a poussé derrière le tronc épais d'un chêne ancien, hors de la ligne de mire des hommes qui approchaient. « Joue à cache-cache », a murmuré férocement Jackson, ses yeux plongeant dans les siens. « Ne sors pas avant que je dise le mot magique. » Compris? La lèvre inférieure de Harper a tremblé, sentant le danger, mais elle a hoché la tête. Jackson s'est relevé. Il était à 50 mètres d'Evelyn. Les 4 hommes ont accéléré leur course. L'embuscade avait commencé. Cela s'est produit avec une efficacité terrifiante et rodée, le genre de violence qui n'a pas sa place dans un parc public ensoleillé. L'attaquant de tête n'a pas crié. Il n'a pas fait de grandes demandes. Il a simplement sorti un pistolet de 9 mm avec silencieux de son coupe-vent et a tiré 2 fois dans la poitrine du garde du corps principal d'Evelyn. Le tip-tip sourd de l'arme à silencieux était à peine audible par-dessus le brouhaha du parc. Mais le bruit lourd d'un homme de 90 kilos s'écrasant sur le pavé a envoyé une onde de terreur dans la foule. Des cris ont éclaté. Les pigeons se sont envolés dans le ciel bleu. Le deuxième garde d'Evelyn a cherché son arme, complètement pris au dépourvu. Avant qu'il ne puisse la sortir de son étui, le deuxième attaquant a comblé la distance. Il a enfoncé la crosse d'une matraque télescopique dans la tempe du garde. L'homme s'est effondré comme une poupée de chiffon. « Léo !» a crié Evelyn, son instinct maternel prenant le dessus sur le choc. Elle a attrapé son fils et s'est retournée pour courir. Mais le troisième homme était déjà là. Il était massif, bâti comme un train de marchandises. Il a attrapé Evelyn par les cheveux, la tirant violemment en arrière. Elle a heurté l'herbe durement, le souffle coupé. « Prenez le gamin! Allez, 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 allez !» a aboyé l'attaquant de tête, saisissant Léo par le bras. Le garçon pleurait hystériquement, donnant des coups de pied. Ils avaient neutralisé sa sécurité en moins de 4 secondes. Ils étaient à 10 secondes de jeter son fils dans le SUV qui attendait et de disparaître à jamais. Evelyn griffait la terre, tendant désespérément la main vers son garçon. « Non, s'il vous plaît, prenez-moi. Laissez-le. »« À terre !» a rugi une voix. Ce n'était pas une supplication. C'était un aboiement tonitruant et autoritaire qui résonnait d'une autorité absolue. Evelyn s'est instinctivement aplatie contre le sol juste au moment où une silhouette en flanelle et en jean percutait l'homme qui tenait son fils. Jackson n'a pas seulement plaqué le ravisseur, il l'a frappé avec la force cinétique d'un missile. Il a enfoncé son épaule directement dans le sternum de l'homme. Il a enroulé ses bras autour de la taille de l'attaquant et l'a projeté directement sur le chemin pavé. Le craquement écœurant des côtes qui se brisent a résonné bruyamment. L'homme a lâché Léo en hurlant de douleur. « Cours vers ta mère », a crié Jackson au garçon, tout en se remettant sur pied. L'attaquant de tête s'est retourné, levant son pistolet à silencieux vers Jackson. Le cerveau de Jackson a traité la menace en quelques microsecondes. Distance 3,60 m. Arme SIG P226. Tireur en position carrée, prise d'amateur. Au lieu de reculer, Jackson a chargé l'arme. L'attaquant a tiré. Une balle a sifflé près de l'oreille de Jackson, assez près pour lui roussir les cheveux. Avant que l'homme ne puisse appuyer une seconde fois sur la gâchette, Jackson était dans sa garde. La main gauche de Jackson a frappé comme une vipère, déviant le canon de l'arme vers l'extérieur, loin de la foule. Simultanément, sa main droite a formé une paume rigide, frappant vers le haut dans la mâchoire de l'attaquant. La tête de l'homme a basculé en arrière avec un craquement humide. Ses yeux se sont révulsés, mais son doigt s'est convulsé sur la gâchette, tirant une balle perdue dans la terre. Jackson a arraché l'arme des mains de l'homme qui tombait d'un mouvement fluide, sans prendre la peine de vérifier s'il était inconscient. Il le savait déjà. Il a pivoté, levant le pistolet capturé juste au moment où le troisième homme, le géant à la matraque, se jetait sur lui. Jackson n'a pas tiré. Tirer avec une arme alors que des civils fuyaient en arrière-plan était un risque désastreux. Il a esquivé le lourd coup de matraque, a abaissé son centre de gravité et a enfoncé la lourde carcasse en acier du Sig Sauer directement dans la rotule du géant. Le géant a poussé un rugissement inhumain et s'est effondré. Jackson a terminé la séquence avec un coup de genou brutal et calculé au visage de l'homme, le neutralisant instantanément. Le silence, seulement brisé par le hurlement lointain des sirènes et les sanglots paniqués des passants en fuite, s'est de nouveau abattu sur le parc. 3 hommes à terre en moins de 20 secondes. Près de la rue, le chauffeur du SUV noir a vu le carnage, a paniqué, a passé une vitesse et a démarré en trombe, abandonnant son équipe. Jackson se tenait au-dessus des hommes tombés, la poitrine légèrement haletante, ses yeux balayant toujours le périmètre à la recherche d'une menace secondaire. Ses jointures saignaient. D'instinct, il a éjecté le chargeur du pistolet, a vidé la chambre, puis il a jeté l'arme et les munitions dans l'étang. Il ne voulait pas tenir une arme à l'arrivée de la police de Boston. Il s'est retourné. Evelyn Reed était assise sur l'herbe, serrant Léo contre sa poitrine si fort que ses jointures étaient blanches. Son manteau de créateur était déchiré, ses cheveux en désordre. Elle tremblait violemment,
ses yeux larges et terrifiés fixés sur le mécanicien qui venait de démanteler une équipe de tueurs professionnels à main nue. Jackson s'est approché lentement, gardant ses mains ouvertes et visibles. Il s'est agenouillé à quelques mètres. « Êtes-vous blessé? » a-t-il demandé. Sa voix était d'un calme déconcertant, totalement dépourvu de l'adrénaline qui aurait dû parcourir ses veines. Evelyn le fixait. Elle a regardé les 3 corps qui gémissaient ou gisaient immobiles sur le pavé. Puis elle a de nouveau regardé le jean taché de graisse et les bottes bon marché de Jackson. « Qui êtes-vous? » a-t-elle réussi à murmurer. Jackson n'a pas répondu. Il a entendu les sirènes approchantes devenir assourdissantes. La police de Boston était à quelques minutes, peut-être quelques secondes. « Maintenez la pression sur la blessure à la poitrine de votre garde », a instruit Jackson, en désignant l'homme de la sécurité qui saignait. Il survivra si les ambulanciers arrivent vite. La police s'occupera du reste. Jackson s'est levé et a tourné le dos à la milliardaire. Il a marché rapidement vers le chêne ancien. « Abracadabra », a dit doucement Jackson. Harper a jeté un coup d'œil de derrière l'écorce, ses grands yeux verts écarquillés de peur. Quand elle a vu son père, elle a fondu en larmes et a couru dans ses bras. Jackson l'a soulevé, enfouissant son visage dans son cou, laissant échapper un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis une éternité. « Je te tiens, ma puce. Je te tiens. Rentrons à la maison. » Il s'est fondu dans la foule paniquée, disparaissant avant que la première voiture de police ne dérape sur l'herbe. Le premier commissariat du département de police de Boston était un cirque de gyrophares, de journalistes bourdonnants et de détectives épuisés. Evelyn Reed était assise dans une salle d'interrogatoire privée, sirotant un café tiède dans un gobelet en polystyrène. Son fils Léo avait été raccompagné en toute sécurité dans sa propriété fortifiée sous escorte de la police, mais Evelyn avait refusé de partir avant d'avoir des réponses. Le détective Harding, un flic chevronné avec une moustache grisonnante et un air renfrogné permanent, a fait glisser un dossier sur la table en métal. « On a les 3 gars. Mademoiselle Reed », a grogné Harding, s'asseyant lourdement sur la chaise en face d'elle. Des tueurs à gages professionnels, des gros bras d'Europe de l'Est, pour la plupart. Personne avec un casier assez long pour nous donner un cerveau, et ils se sont vite trouvés des avocats. Mais je dois être honnête avec vous. D'après la description de la scène par mes officiers, ces hommes ont été complètement démantelés. Les ambulanciers ont dit qu'un gars a le sternum brisé, un autre la mâchoire disloquée. Harding s'est penché en avant. Votre service de sécurité a été neutralisé en 3 secondes. Alors, qui était exactement le type en chemise de flanelle qui vous a sauvé? Evelyn a fixé son café. Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. C'était juste un civil. Harding a laissé échapper un rire sec et sans humour. Un civil, madame? Qui que ce soit, il a neutralisé 3 mercenaires armés sans aucun dommage collatéral. Il a pris une arme, l'a désactivée et a disparu dans la foule avant qu'on puisse sécuriser le périmètre. Ce n'est pas un civil. C'est un fantôme. L'esprit d'Evelyn tournait à plein régime. Toute l'attaque avait été calculée. Les ravisseurs savaient exactement où elle serait, bien que la visite au parc ait été une décision impromptue prise moins de 2 heures auparavant. Seules 3 personnes connaissaient son emploi du temps. Penelope, son chef de la sécurité, et Donovan. Son sang s'est glacé. Si Donovan avait orchestré cela, sa propre équipe de sécurité aurait pu être achetée. Ils se tenaient beaucoup trop loin. Ils étaient tombés bien trop facilement. « Je veux partir. Détective », a dit Evelyn, sa personnalité de PDG revenant froidement en place. « Mademoiselle Reed, nous devons. » J'ai dit « Je veux partir ». Mes avocats s'occuperont du reste de ma déclaration. 1 heure plus tard, Evelyn était à l'arrière d'une Maybach blindée, regardant les néons de la ville. Pénélope était assise en face d'elle, tapant nerveusement sur un ordinateur portable. « Pénélope », a dit doucement Evelyn. « L'homme dans le parc, celui qui nous a sauvés. La police n'a pas son identité. » Evelyn. Il n'y avait pas de caméra orientée directement sur cette parcelle d'arbres. « Je me fiche de la police, » a dit Evelyn, ses yeux brillants d'une intensité dangereuse. « Nous construisons des logiciels de reconnaissance faciale pour le département de la Défense. Récupérez les images des caméras de circulation des rues environnantes. Lancez les algorithmes biométriques. Trouvez-moi cet homme. N'utilisez pas les serveurs de l'entreprise. Faites-le hors ligne. » Il a fallu 36 heures à Pénélope. Le jeudi matin, la Maybach noire et élégante est entrée dans le quartier industriel rouillé et couvert de graffitis du sud de Boston. Elle s'est garée devant un garage de réparation automobile délabré nommé Max Motors. Jackson était sous un pick-up Ford, s'acharnant sur un pot d'échappement obstinément rouillé quand une ombre lourde a bloqué le soleil du matin. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon et est sorti de sous le véhicule sur sa planche à roulettes. Il s'est arrêté. Au milieu de son garage taché de graisse se tenait Evelyn Reed. Elle portait un tailleur pantalon ivoire impeccable qui coûtait probablement plus cher que le bâtiment dans lequel Jackson se trouvait. 2 nouveaux hommes en costume, à l'air incroyablement tendus, se tenaient près de l'entrée. Jackson s'est lentement levé, jetant son chiffon sur un établi. « Le garage est fermé, madame. Je ne travaille pas sur les voitures étrangères. »« Votre nom est Jackson Hayes, » a dit Evelyn. Sa voix était stable, mais Jackson pouvait voir de micro-tremblements dans ses mains. Né à Chicago,
engagé dans la marine à 18 ans, promu dans l'équipe 6 des SEALs à 24 ans, 3 missions en Afghanistan, 2 en Syrie, Silver Star, Purple Heart. Démobilisé avec les honneurs il y a 4 ans pour prendre soin de votre femme malade, Sarah. Après son décès, vous avez déménagé ici avec votre fille, Harper. Vous avez actuellement 34 000 $ de dette médicale et vous avez 2 mois de loyer de retard. Les yeux de Jackson se sont durcis, devenant des pierres plates et sombres. Le mécanicien décontracté a disparu, remplacé par le prédateur alpha dont Evelyn avait été témoin dans le parc. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Il a fait un pas vers elle. Les 2 gardes du corps à la porte ont mis la main à l'intérieur de leur veste. Jackson ne les a même pas regardés. « Dites à vos toutous que s'ils sortent leurs armes, ils ne quitteront pas ce garage avec leurs dents », a-t-il dit doucement. Evelyn a levé une main, claquant des doigts. Les gardes se sont figés, retirant lentement leurs mains, vides. « Je ne suis pas venu ici pour vous menacer, Monsieur Hayes. Je suis venu pour vous engager. » Jackson a ricané, se retournant pour prendre une clé. « Je ne suis pas un garde du corps, Mademoiselle Reed. Je répare des voitures. Allez engager une autre escouade de boucliers humains de l'agence que vous utilisez. J'ai renvoyé mon agence, a dit Evelyn, s'approchant, indifférente à l'huile qui tachait ses chaussures chères. Les hommes dans le parc connaissaient ma position exacte. Ils connaissaient les angles morts du dispositif de sécurité. C'était un coup monté de l'intérieur. Jackson. Quelqu'un dans mon propre cercle proche ou mon ex-mari a essayé de m'enlever mon fils. Je ne peux pas faire confiance à la police. Je ne peux pas faire confiance aux entreprises de sécurité. Je ne peux faire confiance qu'à l'homme qui a risqué sa vie pour une parfaite inconnue. Jackson a arrêté d'essuyer la clé. Il a pensé au visage terrifié de Harper derrière le chêne. Il détestait ce monde. Il avait laissé le sang et la paranoïa derrière lui pour une raison. « Ce n'est pas mon problème », a dit Jackson d'un ton bourru. « J'ai une fille à élever. Je ne peux pas la protéger si je prends des balles pour une milliardaire. » Evelyn a fouillé dans son sac à main de créateur et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Elle l'a jetée sur l'établi. Elle a atterri avec un bruit lourd et substantiel. « Cette enveloppe contient un chèque de banque de 500 000 $, a dit Evelyn. « Ça efface votre dette. Ça paye votre loyer. Ça crée un fonds en fiducie pour Harper. Ce n'est que votre prime à la signature. Si vous acceptez d'être mon chef de la sécurité personnelle et de m'aider à traquer le salaud qui a commandité l'attaque contre mon fils, je vous paierai 2 millions de dollars par an. Harper ira dans la meilleure école privée de l'État avec une protection 24 heures sur 24 de mon propre cercle de confiance. Elle ne sera jamais en danger. » Jackson a fixé l'enveloppe. 500 000 $. C'était une bouée de sauvetage. C'était la liberté face au poids écrasant qui l'étouffait depuis 4 ans. Il a tendu la main, non pas pour toucher le chèque, mais pour prendre une photo brillante qui avait glissé de l'enveloppe. C'était un arrêt sur image d'une caméra de sécurité, zoomé sur l'un des ravisseurs que Jackson avait neutralisé. La manche de l'homme était relevée, révélant un tatouage distinct sur son avant-bras, une faucheuse enroulée autour d'une encre rouillée. Le sang de Jackson s'est glacé. Il connaissait ce tatouage. Il appartenait à un entrepreneur militaire privé nommé Briggs, un homme avec qui Jackson avait servi en Syrie. Un homme que Jackson avait personnellement dénoncé pour crime de guerre, ce qui avait conduit à la démobilisation déshonorante et à l'emprisonnement de Briggs. Ce n'était pas juste une attaque au hasard. Les gens qui en voulaient à Evelyn Reed utilisaient le fantôme du passé de Jackson. Si Briggs était dehors et que Briggs savait que Jackson était à Boston, Harper était déjà en danger. Jackson a lentement écrasé la photo dans son poing. Il a levé les yeux vers Evelyn, ses yeux brûlants d'un feu dangereux et mortel qui a fait reculer la milliardaire d'un demi-pas. « Les gardes du corps dehors », a dit Jackson, sa voix un graveleux murmure. « Renvoyez-les. Ils sont trop lents. Si on fait ça, on le fait à ma façon. Plus de protocole d'entreprise. » Evelyn a dégluti difficilement, un flot de soulagement et d'adrénaline inondant son système. « D'accord. Quand pouvez-vous commencer? » Jackson a attrapé sa veste sur le mur. « Maintenant. Nous avons un traître à débusquer. » La propriété des Reed était une forteresse ultramoderne tentaculaire de verre, d'acier et de béton, située sur 12 acres privés surplombant les eaux grises et turbulentes de la baie du Massachusetts. Le jeudi soir, la propriété extravagante avait été complètement transformée. Jackson Hayes n'a pas seulement évalué les protocoles de sécurité d'Evelyn Reed, il les a systématiquement démantelés et reconstruits de fond en comble, opérant avec une efficacité froide et terrifiante qui a laissé son personnel d'entreprise sans voix. D'abord, les entrepreneurs privés restants ont été renvoyés sans la moindre hésitation. Jackson les a remplacés par une équipe de 6 anciens opérateurs de premier rang, profondément contrôlés et extraordinairement soudés, qu'il connaissait personnellement et en qui il avait une confiance implicite. Des hommes qui ne se souciaient pas de la politique d'entreprise, de l'image médiatique ou des heures supplémentaires. Ils se souciaient de la mission. Le périmètre a été lourdement renforcé avec des capteurs sismiques, des caméras infrarouges et des brouilleurs de signaux localisés pour empêcher la surveillance par drone. À l'intérieur de l'immense domaine, un calme inattendu mais profond s'est installé sur la vie chaotique de ses habitants. Harper, totalement inconsciente des enjeux mortels qui les entouraient, était complètement enchantée par le manoir. Elle passait ses matinées à courir dans les vastes couloirs ensoleillés et à jouer à une gamme infinie de jeux vidéo dans la salle de cinéma personnalisée aux côtés de Léo. Le jeune héritier milliardaire, qui avait passé toute sa vie étouffé par les attentes rigides de la richesse, a trouvé une amie féroce et loyale en la fille pleine d'entrain du mécanicien. Leur rire innocent résonnait dans les couloirs stériles, apportant une chaleur étrange et inconnue au monde méticuleusement ordonné d'Evelyn.
Mais Jackson ne se permettait jamais de se détendre. L'ombre de Briggs planait sur chaque flux de caméra et chaque vérification de périmètre. Briggs est un chasseur, a expliqué Jackson, arpentant le centre de commandement souterrain d'Evelyn. Les murs étaient tapissés d'écrans lumineux affichant tous les angles imaginables du domaine. Evelyn était assise à la console centrale, sa posture rigide, absorbant chaque mot. Il a été renvoyé parce qu'il manquait de boussole morale, pas parce qu'il manquait de compétences. Il fonctionne sur une agression pure et sans phare. Il n'arrêtera pas simplement parce que sa première tentative d'enlèvement a échoué. Si Donovan le finance, Briggs a des ressources illimitées pour réessayer. Alors, comment arrêtons-nous un homme avec des ressources illimitées? A demandé Evelyn, sa voix tendue mais entièrement composée. Nous ne le faisons pas, a répondu Jackson doucement, ses yeux sombres se fixant sur les siens. Nous le laissons penser qu'il est en train de gagner. Nous lui donnons une cible à laquelle il ne peut pas résister. La première étape était d'identifier la fuite. L'embuscade au jardin public nécessitait une géolocalisation précise en temps réel. Quelqu'un opérant au plus profond du cercle intime d'Evelyn l'avait trahi. Pénélope, l'assistante farouchement loyale, a été rapidement innocentée après un interrogatoire exténuant de 3 heures où Jackson a méticuleusement analysé son empreinte numérique et ses dossiers financiers. Le coupable, s'est-il avéré, était beaucoup plus bas dans l'échelle administrative, mais possédait une habilitation de haut niveau. Son nom était Gregory, un architecte réseau senior du département informatique de Reed Innovations. Jackson a trouvé les comptes offshore cryptés cachés et les journaux de communication supprimés remontant à des sociétés écrans appartenant à Donovan. Plutôt que de confronter le traître, Jackson l'a utilisé. Nous donnons à Gregory un itinéraire hautement classifié et complètement fabriqué, a instruit Jackson, se penchant sur la console. Nous faisons en sorte que cela ressemble à un protocole d'urgence. Vous, Léo et Harper êtes relocalisés dans une maison sécurisée isolée dans les bois denses du Vermont jusqu'à ce que la bataille juridique avec Donovan soit résolue. Le dispositif de sécurité semblera intentionnellement léger pour éviter d'attirer une attention indésirable. C'est exactement le genre de vulnérabilité que Briggs exploitera agressivement. Evelyn a dégluti difficilement, la réalité de la supercherie s'installant. Et où serons-nous réellement, Léo et moi? Juste ici, a déclaré fermement Jackson, en désignant le sol fortifié sous leurs pieds, scellé à l'intérieur de la chambre de panique souterraine avec 2 de mes meilleurs hommes gardant la porte en acier renforcé. Vous serez totalement intouchables. C'est moi qui conduirai le véhicule leur jusqu'aux coordonnées du Vermont. Evelyn s'est levée, son sang-froid se fissurant momentanément. Jackson, c'est pratiquement un suicide. Vous marchez intentionnellement dans une embuscade orchestrée contre des mercenaires lourdement armés. Ce n'est pas une embuscade si c'est vous qui organisez le piège, l'a corrigé doucement Jackson, sa voix dépourvue de toute bravade. Je sais comment Briggs pense. Je connais ses stratégies de déploiement tactique. Je connais ses angles morts. Il vous veut, mais il veut aussi se venger de l'homme qui l'a mis dans une prison militaire. Quand il réalisera que c'est moi qui conduis ce véhicule, il ne pourra pas résister à l'envie de tirer lui-même. Le piège a été méticuleusement mis en place. Gregory a intercepté les miettes de pain numérique fabriquées précisément comme Jackson l'avait prédit. En 12 heures, les communications cryptées interceptées par l'équipe de Jackson ont grimpé en flèche. L'appât avait été mordu. Le vendredi soir, une tempête de pluie torrentielle et punitive a balayé la Nouvelle-Angleterre, frappant la région avec des inondations localisées et des conditions de conduite à visibilité nulle. C'était le temps absolument parfait pour qu'un fantôme parte à la chasse. Jackson était assis au volant d'un Chevrolet Suburban noir lourdement blindé. Le moteur tournait silencieusement au bord d'un chemin forestier abandonné, au cœur des forêts denses du sud du Vermont. Le véhicule était complètement vide, à l'exception de lui. La pluie s'abattait furieusement contre le pare-brise par balle, rythmé et hypnotique. Il a systématiquement vérifié son équipement. Une carabine Daniel Defense MK-18 avec silencieux reposait sur ses genoux. 4 chargeurs supplémentaires étaient solidement fixés à son gilet tactique. Un Sig Sauer P226 personnalisé se trouvait dans son étui de cuisse. Sa respiration était incroyablement lente, mesurée et rythmée, abaissant volontairement son rythme cardiaque à un niveau de repos. Il était entièrement de retour dans la zone, un prédateur alpha mortel attendant patiemment dans le noir. L'oreillette radio-cryptée a soudainement crépité avec une rafale de statique. « Cible en approche », a murmuré une voix. C'était l'un des tireurs d'élite de Jackson, lourdement camouflé et positionné à 400 mètres sur la route boueuse et traîtresse. 2 véhicules tactiques non marqués. L'imagerie thermique confirme 6 hostiles lourdement armés. Ils se mettent en position d'assaut. « Ne tirez pas avant que j'engage la cible principale », a ordonné calmement Jackson, faisant glisser son pouce sur le sélecteur de sécurité de l'arme. Laissez-les resserrer le périmètre. À travers le rideau de pluie incessant, la faible lueur fantomatique des phares infrarouges a percé l'obscurité suffocante. Les chasseurs étaient officiellement arrivés, complètement inconscients qu'ils venaient d'entrer directement dans un abattoir lourdement fortifié. Les 2 véhicules tactiques non marqués se sont arrêtés de manière contrôlée et précise, bloquant efficacement l'étroit chemin forestier et piégeant le Suburban blindé. Les portes se sont ouvertes simultanément et 6 silhouettes vêtues d'un équipement tactique lourd se sont fondues sans heurts dans la lisière des arbres environnants. Ils se déplaçaient avec une vitesse effrayante et une communication silencieuse, leurs armes à silencieux levés, à la recherche de cibles. Assis au volant,
Jackson observait l'enveloppement tactique sur un petit moniteur thermique personnalisé monté sur le tableau de bord. Ils exécutaient un mouvement en tenaille de manuel, avec l'intention de submerger le véhicule des deux côtés simultanément. 3, 2, 1. Jackson a ouvert la lourde porte côté conducteur d'un coup de pied puissant, mais il n'est pas sorti du véhicule. Au lieu de cela, il a tendu la main et a déclenché un stroboscope de qualité commerciale aveuglant, monté directement sur la galerie de toit du Suburban, accompagné d'une sirène acoustique assourdissante et aiguë. L'explosion soudaine et intense de lumière aveuglante et de son angoissant a brisé l'obscurité, désorientant complètement les mercenaires qui avançaient. Leurs lunettes de vision nocturne ont violemment ébloui, les aveuglant momentanément. Dans cette seconde cruciale de chaos orchestré, Jackson a bougé. Il est sorti en roulant par la porte ouverte, gardant son profil incroyablement bas contre le terrain boueux, et a levé la carabine MK-18. Il n'a pas tiré à l'aveuglette. Il a tiré avec une précision chirurgicale terrifiante. 3 tirs étouffés ont doucement résonné par-dessus la sirène hurlante. Les 2 mercenaires qui tentaient de flanquer le côté gauche sont tombés lourdement dans la boue épaisse, neutralisés instantanément par des tirs précis dans la cavité thoracique supérieure. « Contact! Contact! » a hurlé une voix paniquée à travers les arbres. Des tirs automatiques ont éclaté sauvagement du flanc droit, les lourdes munitions produisant des étincelles vives contre le blindage renforcé du Suburban. Jackson a changé de position sans heurts, glissant derrière l'énorme pneu arrière pour une meilleure couverture. Il a activé sa radio. Exécuté. À 400 mètres de là, le tireur d'élite de Jackson a pressé la détente. Une balle massive de 338, l'Apoa Magnum a déchiré la nuit orageuse, pulvérisant instantanément le bloc moteur du véhicule hostile de tête. Le moteur a violemment explosé, envoyant un énorme panache de fumée et de feu dans la pluie torrentielle, plongeant davantage les mercenaires dans un chaos absolu. Jackson a exploité l'avantage tactique, se déplaçant agressivement à travers les broussailles épaisses. Il a systématiquement neutralisé 2 autres combattants paniqués qui tentaient aveuglément de se replier vers l'épave en feu. Le silence s'est soudainement abattu sur la forêt, brisé seulement par la pluie incessante et les flammes crépitantes du moteur détruit. 4 hommes à terre, un lourdement sous le feu. Seul le chef restait. « Je sais que tu es là, Hayes. » Une voix grave et rauque a résonné de derrière un énorme pin tombé à environ 30 mètres de là. La voix appartenait à Briggs. Elle était pleine de venin et de malice sans retenue. J'ai vu les images de sécurité du parc. Je savais que ce crochet du droit me disait quelque chose. Tu ne pouvais tout simplement pas rester à la retraite, n'est-ce pas? C'est fini, Briggs, a crié Jackson, sa voix stable et se projetant puissamment à travers la tempête. Tes hommes sont à terre. Tu n'as pas de véhicule d'exfiltration. Lâche l'arme et sors. Un rire sombre et amer a résonné depuis les arbres. Tu crois que je me soucie de ces mercenaires? Donovan m'a payé 3 millions de dollars pour lui amener le gamin et mettre une balle dans son ex-femme. C'est un homme faible et pathétique, mais son argent est bon. Donovan va dans un pénitencier fédéral, a répondu Jackson, contournant lentement le pin tombé. Ses pas étaient complètement silencieux dans la boue glissante. Et tu retournes dans une cellule militaire, où tu peux mourir dans la boue. Fais un choix. Briggs a choisi la violence. Il a surgi agressivement de derrière l'énorme arbre, tirant à l'aveuglette avec une arme lourde et entièrement automatique dans un large arc de balayage. Jackson a plongé violemment pour se mettre à l'abri derrière un rocher de granit alors qu'une pluie de balles déchiquetait le feuillage environnant. Lorsque l'arme a cliqué, complètement vide, Briggs n'a pas rechargé. Il a agressivement sorti un lourd couteau de combat et a chargé directement la position de Jackson, alimenté par une rage pure et sans phare. Jackson a lâché la carabine MK-18. À cette distance, une arme longue était un handicap tactique. Il s'est levé, sortant de derrière le rocher de granit pour affronter la charge brutale de front. Briggs s'est jeté férocement, dirigeant la lourde lame d'acier vers la gorge de Jackson. Jackson a magistralement dévié le coup mortel, se décalant brusquement vers l'intérieur et enfonçant un coup de coude punitif directement dans la mâchoire de Briggs. L'homme plus grand a lourdement trébuché, mais s'est rétabli avec une vitesse effrayante, balayant la lame horizontalement. Le tranchant acéré comme un rasoir a tranché nettement la veste tactique de Jackson, traçant une fine ligne de sang brûlante sur son avant-bras. Ignorant l'éclair de douleur soudain, Jackson a pivoté brusquement, piégeant le bras armé de Briggs contre son propre corps. Avec une torsion violente et explosive de ses hanches, Jackson a exécuté une projection de hanche parfaite, envoyant le mercenaire massif s'écraser violemment sur le sol boueux. Avant que Briggs ne puisse même tenter de se relever, Jackson a enfoncé lourdement son genou dans le sternum de l'homme, l'immobilisant complètement. Jackson a sorti son Sig Sauer et a fermement pressé le canon en acier froid et impitoyable directement contre le front de Briggs. Briggs s'est figé, ses yeux brûlant d'une haine intense. Il a levé les yeux vers le mécanicien, cherchant désespérément une trace d'hésitation. Il n'en a trouvé absolument aucune. Les yeux de Jackson étaient complètement morts, reflétant le vide terrifiant et inflexible d'un homme qui avait survécu à l'enfer. « Tu as toujours été un salaud bien pensant, Hayes, a craché Briggs vicieusement, du sang s'accumulant au coin de sa bouche. Et tu as toujours trop parlé, a murmuré froidement Jackson. Jackson n'a pas appuyé sur la gâchette.
Au lieu de cela, il a agressivement changé sa prise et a violemment enfoncé la lourde carcasse en acier du pistolet directement dans la tempe de Briggs. Le mercenaire est immédiatement devenu complètement mou, tombant inconscient dans la boue profonde. Jackson s'est lentement relevé, la pluie torrentielle lavant le sang épais et la boue sombre de son visage. Il a activé sa radio une dernière fois, sa respiration lourdement laborieuse, mais entièrement contrôlée. Cible sécurisée. Opération terminée. Appelez les autorités fédérales et dites-leur de venir chercher Donovan. Nous avons les aveux sur bande. 3 jours plus tard, la tempête médiatique chaotique entourant l'arrestation très médiatisée du capital risqueur milliardaire Donovan pour complot. Tentative d'enlèvement et terrorisme intérieur dominaient toutes les chaînes d'information du globe. L'acte d'accusation fédérale était absolument béton, renforcé par les aveux terrifiés de Gregory et les données financières cryptées récupérées. Dans la cuisine calme et ensoleillée de la propriété Reed, Jackson se tenait près de l'îlot en marbre, se versant nonchalamment une tasse de café noir. Son avant-bras gauche était étroitement bandé, mais sinon, il semblait entièrement inchangé. Evelyn est entrée dans la pièce, vêtue d'un simple et élégant pull en cachemire, tenant un journal plié, affichant le visage déshonoré de son ex-mari en première page. Elle a posé le journal et a regardé Jackson, une gratitude profonde et inébranlable émanant de ses yeux épuisés. Les avocats ont finalisé le fonds en fiducie pour Harper ce matin, a dit doucement Evelyn, se versant une tasse de café. Et l'école a accepté son inscription. Elle commence lundi. Jackson a hoché lentement la tête, prenant une lente gorgée du café amer. J'apprécie ça, Evelyn. Plus que vous ne le pensez. Evelyn s'est appuyée contre le comptoir en marbre, l'observant attentivement. Le contrat que nous avons signé était uniquement pour cette crise spécifique. Donovan est enfermé pour toujours. Briggs fait face à des accusations de trahison fédérale. La menace immédiate a complètement disparu. Elle a fait une pause, sa voix faiblissant légèrement. Allez-vous retourner au garage? Jackson a regardé par la grande baie vitrée. Dans le vaste jardin manucuré, Harper et Léo poursuivaient avec enthousiasme un ballon de football égaré sur l'herbe verte et vibrante, leur rire joyeux perçant l'air calme du matin. Ils étaient en sécurité. Ils étaient absolument heureux. Il s'est retourné vers la PDG milliardaire, un sourire rare et sincère se dessinant lentement sur son visage buriné. Le salaire ici est nettement meilleur, a dit chaleureusement Jackson. Et quelqu'un doit encore apprendre à votre équipe de sécurité d'entreprise comment tenir correctement un périmètre. Si vous voulez bien de moi, nous restons. Evelyn a souri vivement, un poids lourd et suffocant se levant définitivement de ses épaules. Bienvenue dans la famille, Jackson. La bravoure incroyable et le génie tactique de Jackson vous ont-ils tenu en haleine? De vrais héros vivent parmi nous chaque jour. Ils prouvent que le courage et l'amour peuvent vaincre les plus sombres menaces. Si vous avez aimé cette aventure pleine d'action, de suspense et de dévouement familial, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez cette histoire avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de fiction audio palpitante. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre rebondissement explosif préféré dès aujourd'hui.